bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission dénommée À fond la canne. Je rappelle qu'une équipe de technique de Savane Média est bien installée ici à Abidjan, plus précisément dans le quartier Angré, pour vous faire vivre justement les temps forts de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations. Dans cette émission, nous allons donc recevoir des invités. Alors, à ma gauche, il y a Karamoko Bamba. Il est le directeur d'une radio qui s'appelle donc Saphir FM, installée à Boaké. Par ailleurs, le président donc de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, président du conseil d'administration. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Allez. Alors, à ma droite, Hervé Onla, celui-là même que l'on appelle affectueusement le chat. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour Mireille. Alors, avant donc de revenir à vous, nous allons donc passer ce téléma. Les éléphants de la Côte d'Ivoire ont battu les léopards hier par le score d'1-0. Après donc le match, notre reporter Ketoura Saint-Poré a approché quelques supporters au village Cannes Chic Shop. On écoute et on revient pour la suite. J'ai dit, c'est qu'on dit que nous on ne vaut rien. Mais nous là, c'est Dieu. Revenons mais pas. Revenons mais pas. C'était propre. Le but est à l'heure. Toujours, le but est à l'heure. C'est confirmé. 1-0. Ça va plus marquer 4-0. Ils ont gagné 4-0. Mais 1-0, on va en finale. Coupe là, c'est pour nous. Il n'y a pas de mouvement. Mais on ne vaut rien. On est qualifié. La canne, c'est pour nous. C'est pour nous. La canne, c'est nous. C'est pour nous. Le dimanche 11, on prend la coupe, là bas mouvement. En tout cas, nous sommes vraiment contents de la Côte d'Ivoire parce que là, on ne s'attendait pas à ça. Et à la dernière minute, ils nous débattent avec des buts vraiment. Je dis que coupe là, ça ne bouge pas. Ça est resté ici. Je dis que coup du matin. Je savais que la Côte d'Ivoire allait gagner. Je vous ai mis un peu orange blanc vert. La finale, c'est pour nous. La coupe, c'est pour nous. L'homme du match est à l'heure. Match là, on gagne ou on gagne. Il y a dit ça, on met ma scène. On gagne ou on gagne. Et puis dimanche encore, c'est gâteau encore. Le match est bien déroulé. C'est pas comment vu l'émotion. Donc voilà pour être assis serein, c'est pas comment vu l'émotion. Je ne crois pas jusqu'à présent. Quelqu'un qui est mort et s'est ressuscité. On ne doit pas jouer à la personne. On ne doit pas jouer à la personne. Et Franck qui c'est l'homme du match. Nous sommes très contents aujourd'hui pour la canne. Nous savons que nous allons remporter la coupe. Moi, je ne crois pas, on a ressuscité, moi, je ne crois pas. C'est pour dire Marocain que là, nous, on les remercie, on les remercie. On a fort. À mon avis, le match était très bien. Les éléphants ont été à la hauteur de nos attentes. Ils ont gagné le match comme convenu. On a un riz couché, comme on dit chez nous, avec les Nigériens. On va les limer, puis la canne va rester ici. L'homme du match, c'est le buteur. Celui qui offre la victoire à l'équipe, c'est l'homme du match. Donc, c'est passé en l'heure, sans discuter. La Congola, il pensait qu'ils allaient nous gagner. Le Fimbu ne peut rien créer devant le... Tu vois un peu, on te parle de Haller, c'est la Côte d'Ivoire, les éléphants. Léopard peut faire quoi devant l'éléphant? Dis-moi, Léopard peut faire quoi devant l'éléphant? La justice de Dieu, il y en a. La justice de Dieu, il y en a. Nous sommes donc de retour sur ce plateau. À ma gauche, Karamoko Bamba, directeur général de la presse de la Maison d'Abidjan. Par ailleurs, PCA de l'Union des radios de proximité en Côte d'Ivoire. Encore une fois de plus, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Tout d'abord, présentez-nous votre association. L'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire est une association qui fédère plus de 200 radios de proximité de Côte d'Ivoire, qui a été créée le 21 décembre 1999. Nous avons une première fréquence à 98, donc il y a 52 radios qui ont estimé qu'il fallait qu'elles se mettent ensemble pour défendre les intérêts des radios, chercher des financements pour les radios, faire de la formation pour les acteurs des radios, et puis interagir entre elles, et puis servir de couloir de transmission entre les radios et les partenaires et les autorités.
Donc c'est une association qui fédère, comme je l'ai dit, plus de 200 radios sur toute l'étendue du territoire national. Alors, et quel est le mode de fonctionnement de votre Alors, association? le mode de fonctionnement, c'est d'abord, il y a des organes, il y a l'Assemblée générale, le conseil d'administration, le conseil exécutif et le commissariat aux comptes. Donc, les différents organes sont élus au cours d'une assemblée générale qui se tient chaque 3 ans. Donc, chaque 3 ans, nous renouvelons nos différentes instances qui sont composées, comme je l'ai dit, du conseil d'administration qui est composé de 7 membres. Donc, les membres du conseil d'administration sont élus sur une liste. Il y a un président du conseil exécutif qui est élu et il y a 2 commissaires aux comptes qui sont élus au cours de la même assemblée générale. Le conseil d'administration est l'organe qui régule l'association entre 2 AG, donc qui représente valablement l'assemblée générale pendant les 3 années, donc qui suit l'exécution du programme qui a été adopté à l'assemblée générale et lequel programme est exécuté par le président du conseil exécutif qui met en place un bureau pour l'accompagner. Donc le conseil d'administration fait en même temps le contrôle au niveau des finances, mais aussi au niveau des activités. Hervé, on l'a? Oui, comment se passe votre séjour ici à Abidjan? C'est vrai, très mouvementé. Hein? C'est vrai que c'est une pause. On a 2 ou 3 jours de repos avec justement les demi-finales qui sont déroulées hier. Je pense que pratiquement tous les soirs, je suis un peu au four au moulin. On regarde un peu les à côté de la CAN, c'est surtout ça. Vous savez que le football, à côté du football, il y a toujours un peu d'animation. Beaucoup d'artistes qui sont venus d'un peu partout dans les différents pays africains. C'est vraiment la CAN de l'hospitalité, comme ils le disent depuis la première journée. Donc, nous vivons vraiment et la culture de façon générale et le sport. Et vos rencontres, ça se passe comment? Mes rencontres sont vraiment très prolifiques parce que je profite également de rencontrer certains artistes qui viennent certes régulièrement au Burkina Faso, mais j'ai eu l'occasion de les rencontrer, d'échanger à bâton rompu avec eux dans les coulisses, après des spectacles ou dans un studio. Généralement, c'est des artistes ivoiriens, nigérians, congolais, qui sont ici, Fali Poupa, beaucoup de gens, Yodé Siro, je pense aussi à des artistes comme Révolution, que ils m'ont donné l'occasion de faire une très belle interview avec eux. Et puis aussi tous les artistes burkinabés. Il y a Tania qui est là, qui a passé un très bon séjour avec les artistes ivoiriens. Bref, c'était un partage aussi, c'est ce que j'ai. Et puis surtout aussi, c'est cette ambiance autour des matchs, que ce soit les matchs ivoiriens, que ce soit les matchs burkinabés, que ce soit pendant la CAN, que ce soit hors justement des stades. Donc, bref, c'est une très belle ambiance. C'est vrai que c'est fastidieux, mais on vit vraiment la CAN au cœur vraiment justement de l'actualité. Et comment est-ce que vous trouvez le showbiz ivoirien? Très mouvementé. C'est vrai que j'ai même l'impression, et c'est vrai que je ne l'affirme pas pour l'instant, que ça devient de plus en plus comme le carrefour justement du showbiz panafricain, parce qu'il y a déjà de plus en plus des grandes structures qui viennent s'installer du côté d'Abidjan. Il y a nouvellement une très belle structure qui a été lancée, Abidjan Laguna Show, qui rassemble, je parle, l'ensemble des acteurs culturels et des artistes africains. Depuis pratiquement le 13, le début de la CAN, toutes ces grandes célébrités sont montées sur cette scène. C'est une vaste scène qui reçoit plus de 30 000, 35 000 personnes, incroyable, autour justement au bord de la lagune. Et puis il y a ce qu'ils ont appelé la fontaine musicale. Il y a une sorte de jet d'eau phénoménal. Et puis ça a permis justement, et ça permet à des célébrités que j'ai citées d'ailleurs de monter sur scène. J'ai été vraiment très heureux de constater qu'il y a aussi des artistes burkinabés qui ont foulé le sol. Je pense à Emilio, le chanceux, et la musique de Aïcha Tremblay. Enfin, Aïcha Tremblay se joue à tous les matchs. Quand il y a un but, c'est devenu un peu la rhétorique. Donc ça faisait plaisir aussi, surtout cette ambiance entre burkinabés et ivoiriens. Je me souviens un peu d'un match où la Côte d'Ivoire a perdu, où on nous était tous à la grande fan zone justement de cet espace. Certes, on était très dessus, mais il y avait un certain partage entre Ivoiriens et Burkinabés. Chacun avait commandé soit la manger, la bouffe, la boisson. Donc après justement nos défaites, c'est vrai qu'on était un peu dépités, mais il y avait cette ambiance. Bon, on devait payer nos factures, mais les Ivoiriens, vraiment avec cette hospitalité, on réduit toutes nos factures. Ils ont appelé
Yango. Yango, c'est un peu une sorte de taxi, pas compteur, mais taxi commandé, qui coûte quand même assez cher. Donc, dans nos différentes localités, on est parti et c'est eux qui ont réglé les factures. Donc, vraiment, j'ai été beaucoup ému, surtout à cette période-là où vraiment on sentait cette solidarité. À chaque fois, nous disons non, le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est vraiment une grosse fraternité qui est loin de s'estomper. Donc, c'est beaucoup de petits témoignages comme ça que je ressens, même entre les Congolais hier, qui étaient dans le site avec les Ivoiriens. Vous savez que la musique congolaise en Côte d'Ivoire est très prisée. Donc après, ils ont mis la musique congolaise. Tout le monde a dansé autour justement de cette défaite des Congolais. Mais il y avait une très belle ambiance. C'est vraiment cette CAN qu'on souhaiterait dans tous les autres pays. Pour moi, à mon humble avis, c'est l'une des meilleures CAN. Parce qu'il y a certes de la rivalité au niveau du terrain, mais après, il y a une super belle ambiance. Contrairement à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, même surtout entre le Mali et la Côte d'Ivoire, moi, c'était le match. Pour moi, c'est le match de la CAN. Honnêtement, si on veut dire quel est le plus beau match qui ressort un peu cette hospitalité, c'est le Mali contre la Côte d'Ivoire. Au terrain, c'était très tendu, c'est normal, c'est des sportifs qui s'affrontent, mais tout autour des matchs, du stade, tout partout, il y avait cette ambiance et cette cordialité qui se passait même après la défaite. C'était incroyable, quoi. Un fair play qui transcende même justement les émotions ou bien les idéaux politiques. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Voilà. C'est vraiment pour moi, c'est le meilleur match. Je m'attendais peut-être à des éclats après, j'avais vraiment peur, mais après, jusqu'à aujourd'hui, on est très satisfait de ce qui s'est passé. D'accord, on va revenir sur quelques oppositions. Bamba Karamoko, comment est organisé le paysage médiatique en Côte d'Ivoire? Le paysage médiatique, il faut déjà dire que nous avons des organes de régulation. Il y a la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle qui régule tout ce qui est communication audiovisuelle, comme je le dis. Il y a l'Autorité nationale de la presse qui régule tout ce qui est presse écrite. Nous avons la Commission d'accès à l'information et aux documents publics, mais en fait qui n'est pas qui relève du ministère de la Communication, mais qui est aussi un organe de gouvernance. Et vous avez aussi les organisations professionnelles des médias qui contribuent à l'encadrement des journalistes et des professionnels de la communication. Il y a l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Il y a l'OLPED qui, je vous ai dit qu'il y a les organes de régulation. L'OLPED, c'est l'organe d'autorégulation. Il y a l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire. Il y a l'Union de la presse en ligne. Donc, vous avez des organisations professionnels des médias qui encadrent les différents secteurs, qui relèvent des organisations, de sorte qu'on arrive à faire en sorte que des journalistes soient formés. Et puis vous avez aussi un maillage national. Ce sont des organisations qui ont des représentations sur toute l'étendue du territoire national. Voilà. Donc il y a les autorités de régulation, les autorités d'autorégulation, les organisations professionnelles des médias, et tout ça contribue à l'encadrement des journalistes. Et enfin, on a une maison de la presse qui est un hub des journalistes et des professionnels de la communication, où vous retrouvez toutes les tendances confondues. Et vous voyez aussi, sur le plan purement technique, vous avez des radios de proximité qu'on appelle radios privées non commerciales, qui sont au nombre de plus de 200 aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui sont les radios qu'on appelle les radios communautaires aussi. Vous avez aussi les radios dites commerciales. Nous avons 7 radios commerciales en Côte d'Ivoire, et vous avez les télévisions commerciales. Nous en avons 4. Donc c'est un peu comme ça. Et puis bon, il y a la presse en ligne naturellement, qui a fait une grande pénétration dans l'environnement des médias aujourd'hui. Et quelles sont les forces des médias ivoiriens? Ben, les forces des médias ivoiriens, c'est d'abord que il y a toutes les couleurs, parce que les médias sont adossés, certains médias sont adossés à des partis politiques, certains médias sont adossés à des hommes d'affaires, mais la force que nous on relève, moi d'abord en tant que directeur général de la Maison de la Presse, c'est qu'il y a une expression libre, il y a une liberté d'expression. Quand vous prenez les journaux ivoiriens, quand vous regardez la télévision ivoirienne, la critique est ouverte. La critique est ouverte, les gens peuvent parler de X, Y, Z sans retenue, évidemment en respectant la vie des gens,
mais tous les problèmes sont abordés, que ce soit des problèmes culturels, que ce soit, je vois mon ami qui est très culturel, on fait la promotion de la culture, on fait la promotion de l'agriculture, on parle de politique. Donc pour moi, une des forces, c'est cette synergie-là qu'il y a entre les médias où chacun se sent dans sa ligne éditoriale, il s'exprime. Quand nous nous rencontrons, c'est vraiment la confraternité. Donc la population a la possibilité de s'exprimer sur les médias, sur tous les sujets. J'ai dit vraiment sur tous les sujets. Et donc quand vous regardez la télévision, vous voyez qu'il y a des débats, il y a des émissions de débat, il y a des tables rondes. Et c'est au cours des émissions de débat que les gens s'expriment le plus. Quand vous allez sur les radios commerciales, ou bien la radio nationale, ou bien la radio de la paix, qui est l'ancienne radio de l'ONU ici, il y a aussi des débats. Et je pense que ce sont des indicateurs de développement, c'est des indicateurs de démocratie, parce que l'expression libre est un indicateur de développement et de démocratie. Hervé Ola, qu'est-ce que vous pensez des médias ivoiriens? C'est cette ouverture d'esprit que j'apprécie, ce débat contradictoire. Et puis en fait, ce que j'aime beaucoup, j'aime aussi surtout, c'est important de le préciser, c'est-à-dire qu'ils enseignent, ils éduquent en s'amusant. C'est tellement important, de plus en plus, vous savez, les médias vont beaucoup plus vers le divertissement. Mais ce n'est pas le divertissement dont on parle, mais derrière ce divertissement, il y a beaucoup d'enseignements. Et c'est ce qui ressort beaucoup plus au niveau des médias ivoiriens, que j'apprécie de plus en plus. Il y a cette liberté de langage, d'expression, mais en même temps, justement, il y a toujours des leçons qu'on tire autour, justement, de ces rencontres, de ces débats. Et c'est ça la particularité de vos médias. On a parlé tantôt des forces. Est-ce qu'il y a des faiblesses? Bien sûr, que ce soit une télé, c'est de lourdes charges et malheureusement, aujourd'hui, la communauté, la population ne paye pas toujours cash et c'est extrêmement difficile. Et une des difficultés aussi, il faut le dire, c'est l'invasion des réseaux sociaux. C'est une réalité qui est... J'imagine que c'est la même chose au Burkina, c'est une invasion des réseaux sociaux. Je ne suis pas du tout contraint, je pense que c'est un autre mode d'expression. Mais vous m'avez demandé quelles sont nos difficultés. Donc, une de nos difficultés, c'est ça. Donc, c'est vraiment la question du financement des médias. Donc, je pense que dans toutes nos réflexions aujourd'hui, nous cherchons le meilleur modèle économique pour nos médias, pour que nos médias sortent de ces difficultés-là. Parce que dans tous les cas, il faut continuer d'informer les populations. Il faut continuer de communiquer. Mais nous travaillons aujourd'hui dans des conditions extrêmement difficiles. Mais j'avoue qu'il y a une bouffée d'oxygène à travers l'agence de soutien de développement de la presse. Parce qu'ici, nous avons c'était à l'époque le fonds de soutien de développement de la presse, qui a été transformé aujourd'hui en agent de soutien de développement à la presse. Donc, il soutient la presse. Vous présentez un projet, l'agence a la possibilité de financer votre projet. Donc ça, c'est une autre bouffée d'oxygène qui est un accompagnement de l'État de Côte d'Ivoire, mais n'empêche que nous restons toujours aujourd'hui dans des difficultés sur le plan financier. Hervé Ola? Oui, justement, parce que moi, je voulais vraiment évoquer cet aspect qui est très important sur les médias publics, l'aspect des médias privés, notamment au niveau des subventions, n'est-ce pas, de l'État. Parce que de plus en plus, il y a beaucoup de presse. Il y a des presses en ligne maintenant, il y en a tellement. Mais comment véritablement on arrive justement à subventionner toute cette presse? Et c'est au cas par cas? Est-ce que parce qu'il y a tellement beaucoup, plus de 200? Oui, alors il faut dire que l'ASDM, qu'on appelle l'agent de soutien au développement de la presse, c'est un conseil qui reçoit des projets venant soit des organisations professionnelles des médias ou bien des médias directement. Donc, je prends un exemple, ma radio s'est dit aujourd'hui, ça c'est mon projet immédiat, ma radio se dit aujourd'hui, ok, nous sommes à l'intérieur du pays, de temps à autre il y a des coupures d'électricité, donc je vais mettre ma radio sous énergie alternative, voilà, sous, comment on appelle ça, l'énergie solaire. Donc je fais un projet, j'essaie d'apprécier les sources d'énergie dans ma radio, je fais un projet et que je soumets à l'ASDM. Ou encore aujourd'hui, ma radio fait de la télé, la radio filmée, parce que nous avons compris que il y a la radio, mais ceux qui écoutent le plus la radio, ce sont les jeunes. Et les jeunes, ils aiment s'écouter, ils aiment se regarder. Donc, il faut rentrer dans cette tendance. Nous faisons un projet que nous soumettons à la SDM. Il y a aussi les organisations professionnelles des médias qui peuvent faire des projets de formation pour leurs membres. Donc,
vous envoyez le projet à la SDM, le conseil apprécie vos projets, statue sur l'opportunité de votre projet et surtout le côté structurant et innovant du projet. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Nous disons, nous sommes dans les difficultés, nous envoyons des projets à la SDM, ok, nous sommes d'accord, mais il faut faire un projet structurant au niveau du secteur et bon, à partir de ce projet structurant. Donc c'est sur la base des projets, donc justement, qu'on vous finance. Ce n'est pas qu'il n'y a pas une cagnotte qui est là et puis on dit, bon, vous déposez vos dossiers, si c'est votre dossier, voilà la cagnotte qu'on remet. C'est-à-dire qu'avec le Fonds de soutien et de développement de la presse, on nous donnait des subventions. On nous donnait des subventions. Et en décembre, nous avons rencontré, lors de la remise des chèques, parce que chaque décembre, il y a une remise des chèques, le ministre a dit, ok, c'est bon, mais il faut des projets structurants. Et les projets structurants, ce n'est pas seulement les subventions, parce que quand un média se crée, naturellement, il a un minimum pour démarrer. Maintenant, il veut renforcer ses capacités, il veut s'équiper davantage, il veut aller un peu plus dans la communauté. Ça demande plus de moyens, mais vous faites un projet, voilà, on vous finance sur la base du projet que vous déposez. Parce que vous avez dit, aujourd'hui, quand le fonds a été créé, il y a beaucoup d'associations, beaucoup de médias qui se sont créés parce que le fonds existe. Tout à fait. Donc, naturellement, l'État dit, ok, nous on a compris, vous pouvez créer autant que vous voulez, mais désormais, au lieu de donner une subvention, nous vous finançons sur la base du projet que vous déposez. Voilà. Tout à fait. Donc c'est ça. Et puis à côté de cela, il y a un fonds de garantie. Il y a un fonds de garantie. Vous pouvez aller faire un projet de 2, 3, 4, 5, 10 millions. Vous allez au fonds de garantie, on vous donne des financements que vous remboursez après. Ok. Vous êtes également le promoteur d'une radio. Comment votre média assure justement la couverture de la CAN? Alors, d'abord, il faut dire que c'est comme une sorte d'instruction et de recommandation de l'État de Côte d'Ivoire de faire de cette CAN-là la CAN de l'hospitalité. Et comme les médias, naturellement, sont ceux-là même qui donnent de l'écho et de la visibilité à l'activité, nos médias se sont organisés. D'abord, au niveau de la maison de la presse, il y a un village calme, au niveau de la maison de la presse, où on reçoit tous les journalistes qui viennent de l'extérieur. Donc, pendant toute la CAN, il y a un dispositif mis en place par l'Union nationale des journalistes du Côte d'Ivoire pour recevoir tous les journalistes qui viennent de l'extérieur. Et de deux, au niveau des journaux, les gens font la promotion de la CAN. Il y a eu l'avant, le pendant et il y aura l'après. Au niveau des radios de proximité, par exemple, dont fait partie ma radio, nous avons réaménagé notre programme pour que chez moi, par exemple, chaque matin, il y a une matinale calme. On avait déjà la matinale, mais chaque matin, il y a une matinale calme et pendant chaque match, il y a un débrief. Nous commençons une émission pour parler de l'activité, des différents matchs. Après, il y a un débrief. Et donc, nous faisons des reportages. Il y a l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire qui a une page, par exemple, qu'on appelle Radio Synergie, parce qu'on nous a mis à disposition des moyens aussi pour accompagner la CAN, il faut le dire. Et ça, il faut dire merci au COCAN. Le COCAN a mis à la disposition des médias des moyens d'accompagnement. Donc, nous faisons des productions autour de la CAN. Voilà, nous avons appelé ça les offres de la CAN. Donc, chaque jour, nous faisons des productions qui sont écoutées sur nos différentes plateformes. Nous rentrons dans les communautés, nous allons interviewer les communautés pour voir un peu ce qui se passe. Voilà. Donc vraiment, il y a un accompagnement dans l'esprit de la CAN de l'hospitalité. Donc les médias ivoiriens sont engagés dans cet esprit de la CAN de l'hospitalité. Ça veut dire qu'il y a un réaménagement habituel des programmes. Parlez-nous un peu de l'historique de votre radio. Alors, ma radio, son historique, d'abord je suis journaliste, je suis membre de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire depuis 20 ans. J'ai dirigé la 3e radio d'Aloa, la radio d'Aloa. Ensuite, j'ai dirigé 2 radios de collectivité et j'ai été président de l'Union, membre, secrétaire général, vice-président, président. Donc à un moment donné, je me suis dit, non, pas plusieurs casquettes. J'ai été d'abord membre, secrétaire général de la même organisation, vice-président, avant d'être président et maintenant président du conseil d'administration. Alors donc, quand tu fais tout ça, et je suis président de l'AMAC Afrique.
voilà, président de l'Association mondiale des radios communautaires sur le plan africain. Alors, quand tu fais tout ça et que toi-même tu n'as pas de radio, je pense que ça est un non-sens. Voilà, donc à un moment donné, le besoin de créer une radio s'est manifesté. Et j'ai créé ma radio dans la deuxième ville de Côte d'Ivoire qui est Boaké parce qu'il y avait effectivement un besoin de communication en direction de la communauté. Voilà, moi je suis plus dans la communauté, dans les radios communautaires. Donc c'est comme ça et c'est parce que je me suis investi fortement et qu'à un moment donné, je me suis dit, bon écoute, ce que tu es en train de faire ailleurs, là, il faut créer pour toi-même. Parce que... C'est spécialisé. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça. Mais Dieu merci, ça marche bien. C'est bon, c'est pas... J'ai le même problème que tout le monde. Les activités se passent très bien. Oui, d'abord, il faut dire que ici, la radio communautaire est portée par une association. Donc, d'abord, nous créons une association. J'ai une association qui est dans le domaine du développement durable. Donc, c'est cette association qui porte le projet de la radio. C'est vrai que la radio n'est pas une radio thématique, elle est généraliste, mais c'est une association qui porte le projet de la radio. Donc, en même temps que l'association fait des activités, la radio vient amplifier les activités de l'association. Et puis bon, elle fait aussi, elle a un programme traditionnel comme toutes les radios. Hervé, on avait déjà abordé la question. On va revenir justement sur l'organisation de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors la CAN, pour nous, c'est la CAN de l'hospitalité. Et ça, c'est vraiment un mot d'ordre, la CAN de l'hospitalité. Parce que la Côte d'Ivoire est reconnue, c'est pas moi qui le dis, c'est le constat qu'on fait tous, comme étant un pays d'hospitalité, un pays qui accueille, qui accueille tout le monde. Et nous sommes reconnus à travers ce label. Donc nous avons l'occasion d'accueillir chez nous le monde entier, l'Afrique et le monde entier. Donc il fallait donner une couleur d'hospitalité à cette CAN. C'est vrai qu'il y a l'aspect sportif, résultat sportif, mais ce que nous faisons le plus, c'est de faire en sorte que tous ceux qui viennent en Côte d'Ivoire retiennent que la Côte d'Ivoire, avec ses gouvernants, a organisé la meilleure des CAN. Donc une implication totale des femmes, des jeunes, vraiment à tous les niveaux, des dispositions sécuritaires, des dispositions festives. Parce que pour nous, la CAN, c'est une fête aussi, c'est aussi et surtout une fête du sport. Le football est facteur des rassemblements et d'union. Et on devait sentir cela à travers l'organisation de la CAN. D'où, dans chacune de nos villes, il y a des dispositifs qui ont été mis en place par l'État pour accueillir les gens, pour mettre les gens à l'aise, pour faire en sorte que même quand tu perds, tu n'es pas content de perdre, mais tu as un espace au moins où tu peux aller dire, tu vas être soulagé. Donc c'est vraiment dans cet esprit-là que nous nous sommes tous engagés, dans l'esprit de la fraternité. Et puis en plus, c'est vraiment la fraternité. Il parlait tout à l'heure du match Mali-Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, c'est le Mali. Le Mali, c'est la Côte d'Ivoire. Le Burkina, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, en dehors du stade, quand vous finissez, j'ai dit aux gens que c'est tout à fait normal que les réseaux sociaux, aujourd'hui, chacun dit ce qu'il a envie de dire. Mais quand vous finissez de dire ça, mais les réalités sont là. C'est la fraternité qu'on vit. Et je pense que les gens partent d'ici heureux et contents. Et c'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on nous a demandé de faire au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. Que chacun dans son secteur s'engage à faire en sorte que tous ceux qui vont arriver en Côte d'Ivoire repartent d'ici heureux et satisfaits. Il faut noter que lors de la conférence de presse de la CAF a mentionné que c'est une CAN exceptionnelle, cette CAN qui se tient actuellement. Mais oui, parce que l'État l'a voulu exceptionnel, les populations l'ont voulu. N'oubliez pas que ça fait 40 ans qu'on n'a pas organisé la CAN. La dernière CAN, nous avons organisé en 84. Donc 40 ans après, quand vous avez l'occasion et l'opportunité d'organiser cette même fête-là, il faut la saisir parce qu'on ne sait pas dans combien de temps encore on va réorganiser la CAN. Donc si vous ne prenez pas ça à bras le corps, voilà. On a commencé à aborder le sport. Alors, la Côte d'Ivoire donc s'est qualifiée hier pour... J'ai même pas terminé la question, vous dites waouh. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée hier pour la finale. Comment vous avez vécu? On aurait voulu d'abord rencontrer le Burkina en finale, mais malheureusement, ce n'est pas ce qui est. Donc nous nous sommes qualifiés hier. Alors moi, j'ai vécu ça parce que je vais dans des espaces où il y a du monde pour vivre. Voilà, je l'ai vécu hier à l'hôtel Ivoire, juste à côté Ivoire Center, où il y a un grand espace où nous nous sommes retrouvés. On était avec des Nigérians,
qui avaient aussi leur match là. Et c'était... Non, pour moi, le match le plus stressant, ce n'était pas celui d'hier. C'était le match contre le Mali. Honnêtement. Il y avait le match contre le Sénégal et le match contre le Mali. Et la différence Ben, la différence, c'est que les réseaux sociaux ont créé une telle ambiance. Moi, je ne parle pas des rivalités. Une telle ambiance et des rivalités autour de ce match que chacun de nous s'est dit, ça, c'est le match de notre vie. Il faut qu'on le gagne. Bon, le match, alors, pour ceux qui ont... le match contre le Mali, j'étais à Yopougon, c'est là-bas que j'ai suivi. C'était une euphorie totale. Hier, il y avait une explosion de joie. Mais modérée. Modérée, j'ai remarqué ça aussi. Mais hier, je l'ai vécu aussi avec beaucoup de stress. Parce que quand nous nous sommes engagés, je vous ai dit, il y a deux choses. Il y avait les résultats sportifs et puis il y avait le succès de l'organisation. Moi, j'avais plus à cœur le succès de l'organisation que le résultat sportif. Non, je ne suis pas en train de dire que je ne voulais pas gagner la coupe, mais je veux dire que ce qui était plus important. Donc, nous sommes arrivés en demi-finale. On veut prendre la finale parce que l'appétit venait en mangeant. Donc j'étais stressé. Et puis bon, il ne faut pas oublier que le Congo l'a éliminé quand même des grandes équipes. Donc on était très stressés, on avait très peur. Le gardien congolais. Ben oui, c'est ça. Mais on était stressés, mais on se disait que l'équipe montait, c'est-à-dire que de façon progressive. Nous avons fait des éliminatoires plus catastrophiques, il ne faut pas avoir peur du mot. Mais puis après, contre le Sénégal, contre le Mali, on a senti que notre équipe monte en puissance. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes convaincus, je dirais à 100% qu'on va prendre la coupe. Une équipe ressuscitée qui se retrouve en finale. Non, mais quand vous suivez le parcours de l'équipe, elle ne peut que prendre la coupe. C'est ça qui va être normal et juste. Comment vous avez vécu le match d'hier? Le match d'hier, oui, moi, contrairement à beaucoup d'Ivoiriens, moi j'étais à 90% sûr que la Côte d'Ivoire devait gagner. Parce qu'on regarde déjà du parcours et des grandes équipes que la Côte d'Ivoire a éliminées et d'où elle vient. Parce qu'être battu 4-0 avec tout ce qu'on a eu comme cataclysme au niveau d'Abidjan où j'étais, c'était incroyable. Et puis exclure l'entraîneur, remettre un nouvel entraîneur qui avait tout pratiquement contre lui. Refaire psychologiquement, revivre ces joueurs psychologiquement, redonner du tonus à ces joueurs et continuer, commencer maintenant à battre une à une. Et tout en remerciant bien entendu le Maroc. Parce qu'aujourd'hui, quand j'entends tout ce qui est dit autour du Maroc en Côte d'Ivoire, mais c'est aussi cette fraternité. Nous avons accompagné le Maroc à la... Jusqu'à la... Oui, effectivement, c'est ce que je vous en parle. Oui, il y a tout un engouement maintenant autour de ce pays. Voilà, grâce à la CAN, ces deux pays, grâce au sport, ces deux pays ont encore renforcé justement leur relation. C'est vrai que ce n'est pas sur le sport, mais ça va déjà au-delà de ça. Donc pour moi, le match d'hier, c'était une évidence. Et cette victoire, on la doit à qui? Aux joueurs, à l'entraîneur? Bien sûr aux acteurs. Bien sûr aux acteurs, parce que c'est les acteurs qui sont sur le terrain. Ils se sont revigorés. C'est vrai que Faye a apporté cette punch de la victoire et surtout le public. Vous savez, le public, je me souviens à Boaké, je pense que Yodé et Siro, si nous restons un peu dans la musique, a motivé davantage le public à aller au stade. Et moi, j'ai vu cet engouement, comment pratiquement tout le stade était bondé d'orange. Donc, quand les joueurs sont sur le terrain et ils sentent qu'ils sont chez eux, ils ont un devoir de résultat. Donc, moi, je pense que c'était important qu'ils gagnent justement et qu'ils arrivent jusqu'en finale. Moi, je dirais que nous devons la victoire aux populations, d'abord aux populations ivoiriennes. C'est vrai qu'il y a les acteurs, mais à un moment donné, la population s'est levée comme un seul homme pour dire, écoutez, nous vous soutenons, nous voulons que vous gagnez. Vous comprenez? Et je pense que cet engouement a été ressenti par les joueurs. Les joueurs ont compris qu'il fallait mouiller maillot. Moi, je vais reprendre bien les expressions de Drogba. Il dit, ils sont allés parler aux joueurs. Tout ce qu'ils leur ont demandé, c'est de mouiller maillot. C'est de jouer crânement et franchement. C'est de comprendre qu'il y a tout un peuple, il y a toute une population qui compte sur eux. Donc, ils ont été galvanisés par les populations, dans les stades. Donc, à partir de cet instant, ils se sont sentis véritablement accompagnés. Les autorités, les populations. Donc, vraiment, ils ont commencé à mouiller maillot. Et je pense qu'on le doit et aux populations et aux acteurs. C'est très clair. Mais aussi au staff qui est là actuellement. Voilà, c'est les jeunes gens qui ont...
J'avais une lourde mission. Hein, voilà, parce que l'équipe était déjà dans l'abîme. Comment faire justement pour leur donner du moral et puis ensuite, et puis moi je retiens, et ça, nous tous on est pratiquement d'accord là-dessus, et moi je sais que quel que soit le résultat de la finale, bien surtout le beau match qu'il y aura forcément et la victoire que je souhaite d'ailleurs des éléphants, mais le match qui restera gravé dans ma mémoire, c'est Mali-Côte d'Ivoire. Et ça, je vous l'explique tranquillement. Regardez sur le terrain. Il y a eu, en première mi-temps, il y a eu le but, justement, du Mali. À la dernière minute, pratiquement la dernière seconde du temps, il y a eu l'égalisation de la Côte d'Ivoire. Ils sont partis aux prolongations. À la dernière minute. Mais c'est inimaginable. C'est à la dernière minute qu'ils ont eu la victoire. Et ce match était tellement très engagé que c'était dans le terrain, hors du terrain et sur les réseaux sociaux. Donc pour moi, c'est le match de la CAN. Celui qui me dit que ce match ne l'a pas personnellement touché, c'est incroyable. C'est ça. Je pense qu'il y a un autre aspect à relever, c'est l'humour des Ivoiriens qui accompagne aujourd'hui cette CAN. Vous voyez, les gens te disent, c'est notre CAN, on en fait ce qu'on veut. Si on veut, on gagne. Si on veut, on perd. Et cette chanson-là, on n'a pas gagné, mais on s'en fout. Voilà. On ne vaut rien. On est qualifié. Et puis je suis même convaincu que, heureusement que ce n'est pas ce scénario qui s'est passé. Je suis même convaincu que si même la Côte d'Ivoire perdait, ils allaient créer quelque chose autour de ça. Il y aura forcément une chanson humoristique qui allait forcément passer à autre chose. Non, mais je pense que tout ça, ça dénote de l'esprit d'hospitalité, d'accompagnement. Nous disons que c'est une compétition sportive. On peut gagner comme on peut perdre. Et c'est ça qui est le plus important. Et quand on a perdu, on a perdu. Et c'est vrai, du coup, on n'est pas content. Mais après, c'est au sport qu'on parle de fair play. Voilà, je crois que ce n'est pas en politique qu'on parle de fair play, c'est surtout au sport qu'on parle de fair play. Et on a vu ce joueur-là, Willy Boli, le joueur ivoirien, qui a eu un accrochage avec un joueur congolais, mais il a pris son courage, il est resté, il a joué le match jusqu'à la fin, malgré sa blessure. Mais bien sûr, c'est ça le combat quand on est sur le terrain. On voit ça un peu, on est obligé d'aller jusqu'au fond, jusqu'au bout. Moi, je pense qu'il faut déjà saluer cette combativité et saluer aussi, c'est vrai que j'oublie, vous allez peut-être me rappeler son nom. J'ai beaucoup aimé cette image-là. Apparemment, il y a eu un Ivoirien qui joue au Mali. Oui. Et qui a marqué un super beau but. C'est Dorgelès. Exactement. Néné Dorgelès. J'ai beaucoup apprécié la réaction de ce monsieur sur le terrain. Il a refusé d'abord de manifester la victoire. La Côte d'Ivoire était dans un cataclysme incroyable. C'est un joueur de chez nous, c'est notre fils qu'on a mis et puis il est parti de l'autre côté. Et après, quand la Côte d'Ivoire a gagné ce match, il fallait voir cette solidarité qu'il y a eu autour de lui. On m'a dit même jusqu'après, les gens sont allés le voir en famille, ainsi de suite. Mais j'ai beaucoup aimé cette hospitalité, cette solidarité autour de ce joueur. Ce qu'il faut comprendre dans ce geste, d'abord, il a fait son job. Il joue pour le Mali. Il est malien aujourd'hui de nationalité. Il avait le devoir de faire son travail. Parce que le football, c'est son boulot. Et en faisant ce boulot, il a marqué. S'il devait marquer 2-3 buts, il avait marqué 2-3 buts. Mais après ça, il réalise qu'il est ivoirien, c'est évident. Donc, il marque, il se retient d'exploser. Mais il a d'abord fait son job. Et c'est ce que j'explique aux gens. Ce qu'il devait faire, il a fait. Il n'a pas refusé de marquer. Il a marqué, mais il a le droit de se retenir. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est vraiment un geste très, très fort. Et après, il s'est retrouvé au quartier. Effectivement, il était au quartier, on l'a même... Voilà, on allait sur lui à la maison. Voilà, il y a des jeunes comme Banzé, qui sont... Banzé, aujourd'hui, il est président des footballeurs, des anciens footballeurs d'Atekoubé. Il est ici. Donc, même s'il joue contre la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il va marquer. Mais après, il s'est dit, bon, ok, je me retrouve au quartier. Mais je pense que ça, c'est vraiment l'esprit sportif. Voilà, ils font leur boulot, et puis après, bon, ils restent tous des hommes. Après le match, le capitaine congolais, Chancel Mbamba, qui a affirmé que personne n'a triché sur le terrain. C'est tout simplement le meilleur qui a gagné. C'est ça le sport. Non, j'ai apprécié son intervention. Il a d'abord dit qu'ils ont joué comme ils pouvaient. Ils n'ont pas pu gagner, mais ils ont mouillé maillot. Parce qu'ils ont porté leur pays. Et il a même dit qu'ils souhaitent repartir au pays avec une médaille. Parce qu'ils vont jouer la 3e place. Tout à fait. Ils vont jouer la 3e place. Donc, j'ai vraiment aimé son intervention. Il a reconnu, parce que le Congo aussi était bien, hein, mais hier, il y a des jours comme ça. Hier, quand tu regardes les statistiques,
le Congo était vraiment en dessous de sa valeur d'hier. Oui. Ça, c'est le sport aussi. Donc, il a reconnu humblement qu'ils ont perdu, mais ils se sont battus. Voilà, ils se sont battus, ils ont perdu, mais ils se sont battus. Ils vont continuer de se battre pour remporter au moins la troisième place. Et justement, sur ce débat-là, sur le cas du Congo, justement, au niveau de Abidjan Laguna Show, moi j'ai vu, et c'était impressionnant de telle manière qu'on a fait une sorte de raid d'honneur autour justement du Congo, en mémoire justement de tout ce qui se passe au niveau de Goma. Vous avez vu, c'est parti. C'est-à-dire, après, tout le monde s'est retourné. Ils ont fait un petit break, justement, pour penser, c'est vrai, que c'est le sport, c'est le football et tout, mais il y a des gens en ce moment, ce pays vit des moments très très difficiles en ce moment. Donc il y a eu vraiment cette union justement autour de cette solidarité autour justement de ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est pour ça que moi je dis toujours que cette CAN est exceptionnelle. Et comment vous avez trouvé l'arbitrage d'hier concernant le match Côte d'Ivoire? Moi, je me réfère aux réactions d'après-match. Parce que d'abord sur le terrain, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème. Il y a eu un but. Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui qu'avec on dit quoi, le VAR ou bien la VAR? Avec la VAR aujourd'hui, je pense que ça ralentit des choses, mais ça rend beaucoup plus... je veux dire qu'il y a plus de vérité. L'arbitre peut se tromper. Il a la possibilité d'aller voir qui s'est trompé. C'est un humain, c'est normal. C'est un humain. Et puis ça va tellement vite, donc, les actions moi, maintenant. quand j'ai vu le spectacle sur le terrain, il n'y a pas eu trop de chocs, il n'y a pas eu trop de contestations. Et après le match aussi, quand je me réfère à la déclaration du capitaine de l'équipe du Congo, il n'y a pas eu de remous. Je me dis que l'arbitrage a été correct. Parfait. Voilà, la meilleure équipe a gagné. Et la meilleure équipe, c'était la Côte d'Ivoire. Et bien avant le match de la Côte d'Ivoire, il y a eu celui du Nigeria contre l'Afrique du Sud. Un match assez émotionnel. Non, absolument. Parce que le Nigeria est une grande nation de football. Ça, c'est très clair, avec des très grands joueurs. L'Afrique du Sud a montré durant tout son parcours qu'elle aussi, elle reste une grande équipe. Et puis, donc, les gens, ils ont joué carrément leur chance. L'Afrique du Sud, au départ, a eu beaucoup d'occasions, beaucoup d'opportunités. Et moi, j'étais assis là, j'ai dit, bon, et au football, et après, j'ai commencé même à avoir peur pour la Côte d'Ivoire. Parce que nous aussi, on a eu beaucoup d'occasions au départ qu'on a ratées. J'ai dit, l'Afrique du Sud, ils ont eu trop d'occasions qu'ils ont ratées. Et au finish, ils ont été battus. Donc, ils se sont vraiment battus. Et je pense qu'ils ont aussi compté pendant les pénaltys sur les gardiens. Exactement. Parce qu'il avait fait des exploits. Mais malheureusement, aujourd'hui n'est pas demain. Demain n'est pas aujourd'hui. Et ils ont perdu. Mais je pense que là aussi, ils ont perdu les armes à la main. Voilà. Parce que le Nigeria, c'était aussi une puissante équipe hier. Hein. Voilà. Le Nigeria, effectivement, moi je me dis aussi que peut-être le Nigeria, ils ont eu peut-être un peu de chance parce qu'il fallait qu'ils concrétisent rapidement leurs actions. Parce qu'effectivement, ils ont eu cette méforme du gardien sud-africain, mais honnêtement, si le Nigeria arrivait vraiment avec la forme que ce gardien avait l'année dernière, avec le match précédent, le Nigeria partait. Donc, pour moi, le Nigeria devait concrétiser rapidement ses actions, les meilleures actions qu'elles ont eues justement sur le terrain. Parce que tout en sachant, tout le monde savait que s'ils arrivaient au tir au but, nous tous on était unanimes. C'est ce que tout le monde pensait. Oui, voilà. Tous on était unanimes que le Nigeria allait passer à côté. Voilà. Donc ils ont eu quand même cette bonne petite chance-là qui leur a permis de passer. Mais honnêtement, comme vous l'avez dit, ils dominaient, ils pouvaient vraiment prendre l'ascendance dès la Le Nigeria reste le Nigeria. Hein. Et oui, le Nigeria reste. Il y a deux équipes comme ça, le Nigeria et le Cameroun. Quelle que soit leur méforme, bon, il y a nous maintenant. Il y a la Côte d'Ivoire. Et puis je dis, et puis ça, peut-être après, moi, c'est peut-être une petite leçon que je vais dire à tous les footballeurs, à tous les sportifs. On ne peut pas tout gagner. Ça veut dire que le monde est illogique. Nous tous, nous sommes des humains, nous faisons des performances à chaque fois. Il n'y a pas de meilleures équipes toute leur vie, il n'y a pas de mauvaises équipes toute leur vie. Il y a des hauts et là. Mais il faut que ces joueurs comprennent ça. On ne peut pas gagner tout le temps. Il y a aussi des autres équipes qui ont envie de gagner comme vous. Donc aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est le Nigeria. Demain, ça serait une autre équipe. Hier, c'était le Cameroun, hier, c'était le Maroc, c'était ainsi de suite. C'est comme ça. Donc, c'était l'Égypte, c'était le Sénégal. Donc, moi, quand je vois souvent parfois des échauffourées de ces grandes équipes déjà qui ont encore perdu et qui cherchent des atomes crochus sur des habits, ainsi de suite, je me dis, tiens, vous vous rappelez qu'à un moment donné, vous avez prédominé le football mondial. Donc, sachez aussi qu'il y a une baisse de méforme. Et puis surtout, il y a beaucoup qui veulent justement, c'est un challenge. Tout le monde va être meilleur. Tout le monde va atteindre. Moi, je veux devenir comme X. Je me bats pour devenir comme lui. Pendant que toi, tu es arrivé, tu dors sur tes lauriers.
Et c'est ce qui se passe. Il faut comprendre ça. Il faut retenir aujourd'hui que, contrairement à avant, tous ces jeunes gens jouent dans des grands clubs. Ils jouent dans des grands clubs. Donc, c'est vrai, les pays ont des noms, mais les jeunes là, ils jouent tous dans des grands clubs. Et voilà, donc ils ont de la compétence. Donc, que tu sois du Mali, du Burkina. Mais quand on voit les performances du Cap-Vert, qui pouvait imaginer le Cap-Vert pouvait arriver jusqu'à la Mauritanie, la Guinée équatoriale. C'est incroyable. Et je pense que ça donne une certaine dynamique même au football. Voilà, ce ne sont plus toujours les mêmes qui gagnent. C'est ce que je dis, effectivement. Voilà, sinon ça devient monotone. Ça devient monotone. Les gens qui gagnent 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois la coupe, il faut que d'autres gagnent. Et la personne ne dira que la Côte d'Ivoire a volé sa victoire. Parce que tous les grands clubs, tous les grands pays étaient présents à cette CAN. Tous les grands pays qui ont raflé pratiquement toutes les CAN étaient présents. Donc on ne dira pas que non, c'est parce qu'il y a tel pays n'était pas là, tel pays était là. Il y a eu tel joueur qui était en méforme, absolument tous ces grands étaient là. On parle des équipes qui n'ont pas pu se qualifier pour la suite. Les étalons du Burkina Faso éliminés en 8e de finale. Oui, je dis que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une réforme. Il faut revoir, il ne faut pas diaboliser tout. Il faut revoir, c'est vrai que tous les joueurs, aucun disent qu'ils n'étaient pas là au niveau du choix, mais c'est une équipe très jeune qui a besoin justement de se reformer. Ça s'est passé comme ça dans les autres pays. Donc je pense que là, le Burkina, les étalons ont besoin de ça. Ce n'est pas de se flageller, ce n'est pas de chasser X, de chasser Y. Je pense que c'est de revoir un peu un certain... Et puis aussi, j'apprécie l'intervention d'Alain Traoré qui a évoqué justement les infrastructures. Parce que tant qu'il n'y a pas d'infrastructure, quand tu ne sais pas où tu vas jouer, quand tu ne sais pas comment est-ce que l'environnement sportif dans lequel toi tu as envie d'exercer, n'essayez pas, il y a aussi ça qui joue. Donc, je pense qu'il faudrait aussi que le politique puisse travailler à ça, afin que justement ces joueurs, ces passionnés du sport, à partir de la base des jeunes, la jeune génération, moi je suis à Ouagadougou, je suis au Burkina Faso, mais ils jouent partout, dans des endroits, les académies, c'est pas soutenu, si tu dis à ça. C'est vrai que tout le monde veut aller en Europe, mais de plus en plus on dit maintenant il faut d'abord être performant chez soi, avant véritablement d'être invité en Europe et ailleurs. Donc moi je pense que c'est important de revoir, mais il ne faut pas fustiger les joueurs. Je pense qu'ils ont besoin d'un le meilleur demain. Moi je pense qu'il faut féliciter aussi les étalons parce qu'ils sont quand même arrivés en 8e de finale. Voilà, il y a des grandes équipes qui sont tombées dès le départ. Nous on a failli tomber dès le départ. L'Algérie par exemple. Et vous avez été repêchés. Voilà, donc il faut les féliciter, il faut les encourager. Voilà. Absolument. Hervé, on a quelques insolites. Oui, déjà, je vais d'abord utiliser peut-être la petite astuce, comme l'a dit le président. Les Ivoiriens sont très intelligents. Ils sont tellement intelligents et mesquins. Vous savez, la CAN, c'est le football. Mais au-delà de ça, ils se sont dit comment faire en sorte que notre pays soit davantage plus vu dans le monde entier, plus connu dans le monde entier à travers cette CAN. Pas seulement au niveau du football. Donc, ils ont créé justement un très grand espace où ils vont en même temps inviter tous les artistes du monde à venir jouer pendant la CAN. Donc, tous les artistes, tous les pays invités qui étaient au stade pour la CAN, ils ont aussi invité les artistes, les superstars de ces pays pour les faire jouer sur une autre scène. Incroyable. Fali Poupa, Ferregola, même les Marocains, les Burkinabés, les Camerounais, tous des superstars de leurs différents pays étaient là. Ça a permis justement, non seulement que les gens regardent les matchs dans les grands écrans géants, mais en même temps aussi, après les matchs, ces artistes de ces pays jouent devant vous. Donc pour moi, j'ai dit, et puis Karim Ouattara, qui est un peu le promoteur de cet événement, il dit que pour lui, c'est peut-être pour la suite, faire en sorte que la Côte d'Ivoire, Abidjan, soit maintenant une capitale de la musique, du showbiz africain et panafricain. Il interpelle donc justement de plus en plus les autres pays, les journalistes des autres pays qui sont dans le volet culturel, afin de relayer cette information pour que plus tard, quand on vient maintenant, qu'on a un spectacle à Abidjan, qu'on sache que justement, ils viendront là-bas. Donc moi, je trouve que c'est tellement bien pensé qu'en même temps, on allie le sport et la culture, et ça a permis justement à bon nombre justement d'acteurs de se retrouver. L'anecdote, c'était hier, c'était avec Yodé Siro, quand ils ont gagné. Yodé Siro a pris la parole. Vous savez que les Zouglos, c'est des bons speakers. Et il a pris la parole devant une foule énorme. Énorme. Il a commencé à citer comment tous les grands pays que la Côte d'Ivoire justement a descendu en fonction des léopards, les lions, ainsi de suite, vous connaissez. Et puis après, il s'est dit, mais finalement, nous sommes tous dans la savane, dans une cour, où le lion restera toujours le lion, le léopard restera toujours le léopard, mais c'est ensemble, justement, qu'ils aménagent leur savane et leur forêt. Donc tout le monde applaudit. Donc ça veut donc dire qu'en même temps, il y a le message de fraternité qui est passé par ces artistes,
Et c'est tellement beau que tu es perdu et que tu es gagné, vous vous retrouvez toujours en convivialité. C'est ça que moi j'ai beaucoup aimé. Alors pour la finale, la Côte d'Ivoire sera donc face au Nigeria. Qu'est-ce que vous pensez de cette opposition? Mais déjà, il faut dire que ça va pas être une finale facile, c'est clair. D'abord, une finale n'est jamais facile. Retenons que chacune des équipes est montée en puissance et est arrivée à ce niveau. Et c'est un match sur un coup, un match KO, ce n'est pas des éliminatoires. Donc, ça va être une finale. Le Nigeria est un grand pays de football. La Côte d'Ivoire est un grand pays de football. On a remporté la CAN quand même 2 fois. Et cette équipe-là monte en puissance. Donc, il aura vraiment, de mon point de vue, de la matière. Il aura de la matière. Mais naturellement, quand je regarde de façon objective, quand je regarde l'évolution des deux équipes, quand je regarde la motivation, le Nigeria est très motivé. La Côte d'Ivoire les joueurs auront pour eux le public, la population. Et puis, nous, on dit adieu dedans. C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand on voit qu'on était pratiquement, on a dit, nous sommes des revenants, on ne peut pas effrayer un revenant. Donc de là où nous venons, nous nous disons... Un Cameroun, on n'a plus peur de... Oui, nous disons qu'à ce stade, vraiment, nous, on va gagner la coupe. On aime bien le Nigeria, ce sont nos frères, ce sont nos parents, on est ensemble. Mais quand on regarde la performance sportive pendant cette CAN-là, la logique voudrait que la Côte d'Ivoire... Vous n'avez pas peur de Victor Osimhen? Osimhen, mais c'est un fan de Drogba. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. Exactement, je sais que c'est un fan. Mais l'élève va toujours dépasser le maître. Et pour le moment, il n'a pas encore arrivé. Il n'a qu'à attendre un peu. Et après notre CAN, il n'a qu'à dépasser le maître. Voilà, pour le moment, là, il n'a qu'à rester l'élève. Moi, c'est une très belle finale. C'est même derrière la finale rêvée. Les deux grands clubs, deux grands pays. Le Nigeria, grand pays de football. La Côte d'Ivoire, grand pays de football. Il faudrait tout simplement que la Côte d'Ivoire ne pense pas à son match, à sa défaite lors des poules du Nigeria. Parce que je ne voudrais pas que ça ait une influence, n'est-ce pas, sur leur jeu. Parce que même quand j'écoutais hier au niveau du terrain, au niveau des spectacles, on dit « Ah, le Nigeria, ah !» On commence déjà à dire que, bon, comme ils ont déjà battu la Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'inconsciemment, ça risque de se répéter et à la fois au niveau des jeunes. Non. Au contraire, ça doit plutôt être un effet boomerang. Et ça, déjà, ils ont vécu ces difficultés avec ces buts, ces éliminations et ainsi de suite. Donc, ça les a poussés justement à aller jusqu'en finale. Donc, il faudrait qu'ils utilisent justement ce regain d'énergie pour montrer justement que vous nous avez battus justement lors des poules. Ce n'est plus la même Côte d'Ivoire, justement. Donc, ça va les pousser davantage à affronter ces aigles. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a pas une équipe qui est plus en forme en ce moment que la Côte d'Ivoire. Regardez même les matchs du Nigeria. Ils vont un peu à reculons. Ils ont gagné, je dis, au forceps, parce que les tirs au but sont au forceps. Vous voyez un peu les différences depuis les éliminatoires. Mais la Côte d'Ivoire, c'est direct. Je crois que c'est direct. Donc, ils sont en train de gagner. Ils gagnent. Il n'y a pas de tir au but. Donc, ça prouve qu'eux, ils vont jusqu'à fond. Donc, moi, je donne beaucoup plus de chances. La Côte d'Ivoire est galvanisée aujourd'hui par ces résultats. Parce que c'est vrai que le Nigeria nous a battus. Nous retenons que le Nigeria nous a battus pendant les éliminatoires, donc dans un certain contexte. Et après ça, ce que nous prenons aujourd'hui comme source de motivation, ce sont les grandes équipes que nous avons battues. Ça, c'est très important. Quand vous battez le Sénégal, quand vous battez le Mali, qui était une excellente équipe, quand vous battez la RDC Congo, n'oubliez pas que la RDC Congo est un des meilleurs championnats en Afrique. Si vous suivez l'évolution du football au niveau de l'Afrique, ils ont un des meilleurs championnats. Les joueurs, le meilleur en Afrique, ils jouent ensemble. Donc les gens ne réalisent pas que c'est une très grande équipe qu'on a battue. Donc quand vous regardez tout ça, ça constitue une véritable source de motivation pour vraiment oublier le match, la défaite 1-0, c'était pas grand chose. 1-0 contre le Nigeria. Et puis votre Haller n'était pas là. Parce que il n'était pas là. Et puis n'oubliez pas que nous avons des joueurs suspendus qui n'ont pas joué la demi-finale, qui vont venir. Donc tout ça, ça nous donne... Et puis on est convaincus que ça va rester là. Votre pronostic. Je ne suis pas fort dans les pronostics, mais je dirais 3-1, c'est bon. 3-1. Moi, j'ai toujours des petits scores depuis le début de la CAN, là. Il y a des petits, sauf les éliminatoires. Moi, je vois toujours un bon petit 1-0. Non, on se met à la baie. 3-1, on se met à la baie. Quand c'est 1-0, mais c'est-à-dire que les 1-0... Il y a un risque.
Vous savez, 1-0, je ne sais pas qui est. Là où j'étais, les gens disaient attention, la Côte d'Ivoire, vous avez marqué un, souvenez-vous, que vous-même, c'est toujours à la dernière minute, vous égalisez. Donc, ne vous déconcentrez pas. Donc, 1-0, c'est pas rassurant. Quand tu mets 2, moi, ça va beaucoup même me rassurer si on commence à mener la Côte d'Ivoire. Hein. Parce qu'avec ce que moi j'ai vu, non, pas oui, c'est vrai, mais avec ce que moi j'ai vu déjà, là, ce pays-là, 1-0, ça évolue. Il faut provoquer le diable. Mes chers invités, nous sommes pris par le temps, nous sommes à la fin de l'entretien. Rapidement, on va demander votre mot de fin. D'abord, merci à Savane Média pour nous avoir donné cette opportunité de parler de la CAN de l'hospitalité. Je pense que c'était extrêmement important. Je pense que Savane Média fait pour moi, en tant que journaliste, un travail extraordinaire de venir parler de la CAN, des à côté de la CAN, parce que je sais qu'ici en Côte d'Ivoire, vous avez une forte communauté. Donc cette communauté-là est très intéressée par tout ce qui se passe ici et ailleurs. Donc vous donnez l'occasion et aux Ivoiriens et à vos communautés de s'exprimer sur vos stations. Et je pense que c'est pour moi une très grande satisfaction. En tout cas, je suis heureux d'être là, mais je serai encore plus heureux quand la Côte d'Ivoire va prendre la coupe. Voilà. Et moi, je profite de l'occasion pour dire merci à notre directeur général, M. Abissi, qui est actuellement dans ce studio. Il faut dire que le directeur général, je lui dis merci, c'est un ami de très longue date. Je pense que nous avons des faits d'âme ensemble au niveau des médias. C'est quelqu'un qui a contribué véritablement à renforcer, à construire les médias au Burkina, et je pense que c'est un bâtisseur des médias, et je pense que les jeunes générations, comme vous devez vous en souvenir, il faut toujours s'en souvenir, il faut savoir que des gens ont travaillé, des gens continuent de travailler, et je pense que c'est très important. En tout cas, moi je lui dis merci pour tout le job qu'il fait. Je découvre, c'est vrai, j'ai vu sa télé là-bas, mais je découvre une autre dimension de lui et de ses équipes. En tout cas, toutes mes félicitations à toutes ces équipes présentes ici et qui sont restées derrière. Hervé, on a votre mot de fin? Oui, moi je remercie déjà la main tendue. J'ai été très bien agréablement surpris comme on me passe un coup de fil me disant que Savane FM, Savane Média est en Côte d'Ivoire, précisément justement à Abidjan. Donc moi pratiquement c'est la seule, c'est le seul média présent pendant pratiquement 3 semaines, voire un mois, burkinabé ici. Moi je loue vraiment leur effort. J'ai été vraiment agréablement surpris de participer à cette émission et d'apprendre effectivement que le dynamisme de nos médias privés sont reconnus justement hors de nos contrées. Et ça fait beaucoup plaisir. Et je remercie surtout aussi ceux qui m'accueillent ici, parce que depuis que je suis là, les artistes, les acteurs culturels, c'est un peu un mot d'abat. Donc dès qu'ils ont su que je suis là, ils m'invitent dans beaucoup de plateaux, d'autres émissions, dans les autres chaînes. On parle véritablement de cette cohésion culturelle autour de ça. Vraiment, je tiens à les remercier infiniment et vraiment à remercier également tout ce peuple ivoirien qui ne cesse de nous donner du plaisir pendant cette CAN. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que nous étions en entretien avec Karamoko Bamba. Il est le directeur général de la presse de la maison d'Abidjan, par ailleurs un PCA de l'Union des radios de proximité en Côte d'Ivoire. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Hervé Onla, promoteur culturel, merci également à vous d'être passé sur ce plateau. Merci. Au village Cannes Chic Shop, les fervents supporters ont manifesté leur joie à travers les pas de danse et des cris de joie. Retour justement sur ces images avec Ketoura Siampouri.
nous sommes avec Jean-Baptiste Dibi. Il est le directeur commercial des hôtels Les Bungalows. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame, merci. Tout d'abord, présentez-nous l'hôtel Les Bungalows. Ok, merci beaucoup pour l'occasion que vous nous permettez de pouvoir nous présenter. L'hôtel Les Bungalows est un complexe hôtelier situé à Boaké, à Broukro, et il dispose d'un personnel chaleureux, agréable et accueillant pour tous vos séjours dans cette ville. Il dispose aussi d'un espace événementiel, des maquis, de toutes les commodités. Toutes les chambres disposent d'une connexion Internet par le biais du Wi-Fi, les télévisions et réfrigérateurs. Nous avons des splits, nous avons plutôt des suites, des grandes suites et des petites. Nous avons des grandes chambres, des petites aussi. Et je pense que le complexe est idéal pour toutes les cérémonies, que ce soit les baptêmes, que ce soit les cérémonies de mariage et autres. Et il faut rappeler que l'équipe de Savane Média était bel et bien installée à l'hôtel Les Bungalows à Boaké. On était vraiment à l'aise. Alors parlez-nous un peu des commodités dans les chambres. Ok, comme je le disais tantôt tout à l'heure, les chambres disposent de la climatisation. Les chambres sont équipées de télévision et de toutes les commodités. Dans les suites, vous avez un salon, vous avez un réfrigérateur. En tout cas, la connexion Internet est disponible pour tous les clients. Nous avons un restaurant, un maquis, un espace événementiel avec une salle qui peut contenir 500 personnes. Voilà. Et je vois aussi qu'il y a la possibilité de garer son véhicule devant sa porte. Ben oui, certaines chambres disposent d'un parking privé et il y a aussi 2 espaces de parking public. Voilà, donc toutes les commodités, comme nous l'avons dit, y sont. Voilà. Est-ce que le personnel réserve un accueil chaleureux aux clients? Oui, le personnel réserve un accueil chaleureux. Nous avons un personnel formé, accueillant et disponible pour rendre le séjour agréable aux clients. Voilà. Il faut également noter, il y a cet aspect de la décoration. Moi particulièrement, je suis passionnée par la décoration. Je me rappelle, dans ma chambre, j'avais des tableaux et c'était vraiment bien décoré. Même à l'intérieur de l'hôtel, on a des statues. C'est vraiment joli. Effectivement, nous sommes un établissement qui prend en compte les besoins des clients, notamment pour ceux qui sont férus d'art. Nous avons mis à l'intérieur des chambres des tableaux, des bouquets de fleurs, et ce qui donne un aspect assez particulier pour chaque chambre. Aucune chambre ne se ressemble. Donc, peu importe la chambre où vous êtes logé, si vous revenez pour un autre séjour, que vous êtes dans une autre chambre, vous avez l'impression de voyager tout en étant dans le même hôtel. Le restaurant également qui propose des mets africains, des spécialités européennes. Ben oui. Le restaurant propose des mets locaux, des mets du terroir et propose aussi des mets aux saveurs étrangères. Voilà, notamment les mets européens. Voilà. Donc, le complexe a un chef cuisinier d'expérience pour permettre d'avoir des repas hygiéniques, des repas aux saveurs et aux goûts assez variés. Nous, en tout cas, on a eu l'occasion de déguster le plat. Alors, comment se passe le processus de réservation? Ok. Concernant le processus de réservation, il y a la réservation en ligne. Vous avez aussi la réservation par le biais du contact téléphonique et vous avez la réservation sur place. Donc, notamment pour pouvoir réserver, je vais vous donner le numéro de téléphone. C'est le 07 10 530. Donc, pour toutes vos réservations, vous pouvez appeler sur ce numéro ou aller sur le site internet de l'hôtel Les Bungalows. C'est hôtelhbcboaké.com. Voilà. On va reprendre le contact. Ok.
Le numéro de téléphone de l'hôtel Les Bungalows, c'est le 07 10 530. Ou vous pouvez aussi réserver sur le site internet de l'hôtel Les Bungalows, hôtelhbcboaké.com. Voilà. Nous sommes à la fin de l'entretien. On va demander votre mot de fin. Ok. Je tiens à remercier la direction de Savane Média et TV pour l'opportunité que vous nous donnez. Je tiens à remercier l'ensemble du personnel présent ici en Côte d'Ivoire pour la qualité de l'accueil aussi sur le plateau. Nous voyons que le Burkina et la Côte d'Ivoire sont des pays assez chaleureux à travers l'accueil que vous nous réservez. Et pour mon mot de fin, j'adresse une invitation à l'ensemble des ressortissants burkinabés qui viendraient en Côte d'Ivoire pour un séjour, l'ensemble des ressortissants ivoiriens qui, pour leurs besoins de séjour à Boaké, recherchent un hôtel, de se diriger vers l'hôtel Les Bungalows du centre. Il y a le personnel qui est compétent, qui est qualifié et qui est accueillant pour permettre de passer un très bon séjour. Et pour tous ceux qui ont des activités, le complexe dispose d'un espace événementiel. Voilà. Et puis enfin, je souhaite que la Côte d'Ivoire puisse remporter cette finale. Et justement, comment vous avez vécu le match d'hier, la qualification des éléphants? Je pense que la qualification a été pour nous une grande joie. Il faut remercier le Seigneur parce que dans tout ce que nous faisons, nous voyons que ce n'est pas que les équipes qui sont en face soient faibles, ce sont des grandes équipes que nous arrivons à battre et je pense qu'il faut quand même remercier aussi Dieu parce que battre une équipe comme le Nigeria, comme le Congo, qui est une équipe qui a le championnat le plus élevé de l'Afrique de l'Ouest. Donc vous avez déjà l'esprit que vous allez battre le Nigeria, battre une équipe comme le Nigeria. Vous-même vous le dites. Hein. Je pense non, c'est l'impression que j'ai eue. Par la grâce de Dieu. On sent déjà la finale. Par la grâce, un peu d'humilité en attendant de brandir le trophée pour être au sommet du football africain. Voilà. D'accord, on espère que votre message est bien passé. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que nous étions en entretien avec Jean-Baptiste Dibi. Il est le directeur commercial des hôtels Les Bungalows. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour ce nouveau numéro de votre émission dénommée À fond la canne. Nous disons merci à toute l'équipe technique pilotée ce matin par Paul Cabré, Enoch Gansoré, Amadou Ouedraogo, Aurélie Somtoré, Tatiana Lengani. Je n'oublie pas mon directeur général Charles Maya Abissi. DG, on vous souhaite un bon séjour ici à Abidjan. Merci à vous pour votre constante fidélité. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de votre émission dénommée À fond la canne.